Merci beaucoup et bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être ici, un grand honneur aussi. Nous allons avoir des interventions absolument passionnantes et si vous avez des questions, je vous inviterai à les poser aussi sur les réseaux sociaux, soit sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez en poser, elles nous seront transmises. Après cette intervention de William Lowenstein, c'est assez étonnant parce qu'il y a, je pense, des points communs avec tout ce dont on va parler. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire comment ça se fait que, alors qu'on est dans une journée où on parle d'innovation, de futur, d'hôpital de futur, de recherche, on vienne à des basiques qui sont bien manger, faire du sport et mieux dormir. On se dit, bah, ça, c'est intégré. Mais non, je pense qu'on est aussi face à une situation d'échec, de l'évidence, de la tyrannie du risque zéro, comme vient de le dire William Lowenstein. Et on va essayer aujourd'hui de comprendre pourquoi on en est là et comment est-ce qu'on peut progresser. Et donc pour ça, on a un panel très, très complémentaire avec Sophie Janvier, donc ici à ma droite, qui est diététicienne et nutritionniste. Donc nous parlerons en premier de l'aspect manger. Donc à distance, Delphine Oudiette, qui est une spécialiste du sommeil, mais plus sur le volet recherche. Nous avons Flora Demory qui viendra présenter un programme de comment on peut essayer de toucher en particulier les enfants et les sensibiliser. Et Nadège Hornbeck qui parlera d'application de solutions au niveau de la région. Voilà, donc on va commencer avec vous, Sophie Janvier. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Vous avez un DU de nutrition thérapeutique. Vous avez été journaliste pendant 10 ans. Alors vous n'avez pas quitté la presse puisque vous êtes toujours chroniqueuse à Top Santé. Vous avez aussi créé une application pour accompagner l'accompagnement nutritionnel de personnes qui ont des maladies chroniques. Pour l'anecdote, vous êtes fille et sœur de chef, donc très près de l'alimentation dans votre travail comme dans votre famille. Et vous avez publié très récemment la méthode douce pour mieux maigrir. Mieux manger, mieux maigrir. Excusez-moi, c'est un biais personnel, c'est moi, voilà. C'est celui que j'aurais voulu que vous écriviez. La méthode douce pour mieux manger, pardonnez-moi. Et je vous laisse introduire cette conférence. Et je pense qu'on va trouver pas mal de raisonnements avec l'intervention de William Lowenstein. Absolument. Je m'inscris effectivement dans la démarche du docteur Lowenstein, qui est de s'éloigner de la tyrannie de l'idéal. C'est vraiment l'objet du livre La méthode douce pour mieux manger, je le répète du coup, que j'ai écrit. Je suis partie en fait de 2 constats. Le premier constat, c'est que l'alimentation est, avec l'activité physique, l'un des principaux moyens de prévention santé. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui s'appuie évidemment sur un large corpus scientifique, pour dire ça, corpus scientifique qu'on peut résumer en termes d'alimentation sur une sorte de régime alimentaire idéal, justement, qui serait un régime alimentaire largement végétal, riche en fibres, avec des graisses de bonne qualité, anti-inflammatoires, un régime alimentaire aussi pauvre en sucre ajouté et pauvre en aliments ultra transformés. Alors ça, c'est le premier constat, et on est tous d'accord, je pense, pour dire que l'alimentation est un moyen de prévention santé. Mais le deuxième constat, c'est un peu comme pour le docteur Lowenstein, c'est qu'en vérité, on a du mal à changer nos comportements. En vérité, bien que l'on sache tout ça, on a du mal à le faire concrètement au quotidien. Et moi, c'est ce que je vois. En général, dans mon cabinet, on me dit « Ah non, mais je sais comment faire, c'est juste que j'y arrive pas. » Voilà. Et en fait, je pense qu'il y a 2 raisons à ça. La première raison, c'est que, en vérité, les discours sur l'alimentation sont souvent protéiformes, extrêmes, bourré d'injonctions, parfois contradictoires, et ça ne facilite pas le désir d'agir. Et puis, le deuxième axe, c'est que l'alimentation, ça n'est pas seulement des nutriments qu'on met dans son corps, mais c'est une histoire intime, en lien avec son héritage familial, ses valeurs, ses habitudes de vie. Et que si on ne prend pas en considération ces aspects-là, eh bien, on va aussi probablement être dans une situation d'échec. Donc, c'est en partant de ces 2 constats que moi, j'ai proposé effectivement dans mon livre, et que c'est ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, de s'éloigner de cette tyrannie de l'idéal et d'être dans une méthode de petits pas. Je propose d'aller vers des micro-changements qui sont compatibles avec ces aspects intimes que je vous ai évoqués, notamment avec nos habitudes de vie, de faire ces micro-changements
Et c'est déjà ça. Et c'est déjà très très bien si on arrive à mettre en place un certain nombre de ces micro-changements. Puis par cercle concentrique, on peut élargir pour finalement avoir une hygiène de vie qui commence à être tout à fait satisfaisante et agréable et tenable dans la durée. Donc j'ai envie de vous parler de 3 micro-changements en particulier. Le premier micro-changement, ce serait tout simplement de mettre 3 couleurs dans son assiette. Avouez que c'est pas extrêmement contraignant, c'est même plutôt agréable. On va avoir en face de soi une assiette jolie à regarder, appétissante. Et si on met 3 couleurs dans son assiette, eh bien, il y a des chances pour que cette assiette soit quand même assez végétale et qu'on ait une alimentation, une assiette riche en antioxydants. Alors pour rappel, les antioxydants, c'est des petites molécules qui viennent contrecarrer les radicaux libres et qui vont donc aider à garder nos cellules moins agressées et à prévenir le vieillissement cellulaire. Et donc c'est évidemment intéressant pour prévenir le vieillissement physique et cérébral. Et donc ces antioxydants, on les trouve dans les pigments qui se trouvent dans les fruits et légumes. Donc c'est ce qui donne la couleur. Autrement dit, si vous mangez du potiron, eh bien, ce qui donne la couleur du potiron, c'est la bêta-carotène, qui est un antioxydant. Donc en mettant des couleurs, on garantit d'avoir des antioxydants, mais on garantit aussi de toute façon une variété de nutriments si on a plusieurs couleurs, plus de vitamines, plus de minéraux, plus de fibres, dont on sait aujourd'hui l'importance vraiment fondamentale pour notre santé. On sait aussi qu'on en manque globalement. Et ces fibres, eh bien, c'est notamment le carburant de notre microbiote. C'est 50 000 milliards de bactéries, virus, champignons qu'abritent notre intestin. Donc ces bactéries, ce microbiote, on le sait aujourd'hui, a un impact systémique. Il a un impact à la fois sur notre digestion, sur notre immunité, sur le poids et sur la santé mentale. Donc l'alimentation joue aussi son rôle dans la préservation de la santé mentale. Il y a tout un courant de psychonutrition en ce moment très intéressant. Et donc, voilà, c'est pas seulement la santé physique, mais c'est aussi la santé mentale. Les fibres, on les trouve pas que dans les fruits et légumes, on les trouve aussi dans les légumes secs, les haricots secs, les lentilles, les pois chiches, ou encore dans les graines oléagineuses, les céréales complètes. Et c'est peut-être le deuxième micro-changement qu'on peut essayer de faire, c'est d'avoir un petit peu plus de ces aliments-là dans son assiette, notamment parce que aussi ces aliments, outre les fibres, vont contenir des protéines végétales. Et on est vraiment là dans le thème de cette journée, santé globale. Si on met davantage de protéines végétales au menu, eh bien, c'est bon pour notre corps, c'est bon pour notre planète. Donc, on est bien dans ce concept de santé globale. Il y a une étude récente de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, une étude qui est parue l'année dernière, qui évalue l'impact de régimes plus végétariens, enfin plus végétaux plutôt, pas forcément strictement végétariens. Et cette étude, elle dit que effectivement, aller vers une alimentation plus végétale, eh bien, ça permet de favoriser une espérance de vie en bonne santé. Alors, l'OMS ne nous propose pas de devenir végétarien, on peut être en très bonne santé en étant végétarien, mais nous propose plutôt d'être flexitarien, d'avoir à peu près 50% de protéines d'origine animale et 50% d'origine végétale, et nous propose surtout de limiter la viande. Dans ce rapport de l'OMS, on explique qu'en 2020, on aurait pu économiser, entre guillemets, 2,4 millions de morts et 240 millions d'euros de frais médicaux, tout simplement en réduisant la consommation de viande. Donc quand même, 240 millions d'euros et surtout 2,4 millions de morts dans le monde, c'est quand même des chiffres qui font réfléchir. Et puis le troisième petit micro-changement que je vous propose, c'est d'essayer de cuisiner davantage maison, de limiter ce qu'on appelle les aliments ultra transformés. Alors, qu'est-ce que c'est un aliment ultra transformé ? Eh bien, c'est un aliment, ou plutôt un produit industriel, qui va contenir des ingrédients qui auront subi diverses transformations industrielles, comme du chauffage à haute température, du broyage, de l'ultrafiltration. Et ces transformations-là vont avoir impacté la structure, la matrice de l'aliment, de l'ingrédient, et ça va avoir des impacts sur son intérêt nutritionnel. Pour donner un seul exemple, du blé va devenir du sirop de glucose-fructose, qui n'aura pas du tout le même impact que le grain de blé initial.
Donc, limiter ces aliments ultra transformés, mais toujours encore dans cette logique des petits pas, ne pas non plus tout diaboliser. Ce n'est pas parce qu'on mange 3 ou 4 biscuits industriels dans la journée que ça pose problème. L'idée, c'est juste d'en réduire un petit peu la quantité. Aujourd'hui, nos calories viennent à peu près à 30% de ces produits ultra transformés, donc c'est quand même beaucoup. Si on en croit le principal chercheur sur ces questions en France, Anthony Fardet, si on réduisait déjà à 15% la part de nos aliments ultra transformés, eh bien ce serait déjà très significatif pour notre santé, puisqu'il y a quand même près de 80 études épidémiologiques qui montrent que l'excès d'aliments ultra transformés favorise les maladies chroniques, l'obésité, la dépression, et j'en passe. Donc moi, je traduis ça justement dans mon livre par un petit micro-changement qui est simplement de se dire, bah voilà, si j'ai 1 à 2 portions par jour de ces aliments ultra transformés, bah, ça reste convenable. Encore une fois, l'idée, c'est pas être dans le tout ou rien. Et puis juste peut-être pour terminer cette première intervention, je pense aussi que ça dit quelque chose de notre alimentation, cette part des aliments ultra transformés. Ça dit quelque chose de la place aujourd'hui qu'on donne à manger. On a donc de plus en plus d'aliments dont on ne connaît pas la provenance, dont on ne sait pas très bien comment ils ont été fabriqués. On a aussi un budget qui baisse par rapport à l'alimentation, un temps consacré au repas qui baisse lui aussi. Et tout ça, voilà, ça doit quand même nous interroger sur la place de l'alimentation, la place de l'acte de manger, qui est un peu, je trouve, sacrifié sur l'autel de la productivité aujourd'hui, notamment la fameuse pause déjeuner, qui n'est plus souvent une pause, en vérité, parce que souvent, eh bien, on continue à travailler ou on est devant un écran pendant qu'on mange. Et donc tout ça, ça doit nous interroger, et je pense que c'est important de retrouver de l'attention par rapport à cet acte de manger, de l'attention aussi par rapport aux signaux du corps. On a une régulation interne, il suffit de l'écouter. On a des signaux pour nous dire quand on a faim, quand on est rassasié, les fameux gargouillis dans le ventre, par exemple. Donc en prêtant davantage d'attention, je pense que voilà, ça ne se joue pas que sur l'intérêt nutritionnel, mais également sur le comportement, sur notre attitude vis-à-vis de l'alimentation, sur la prévention aussi. J'aimerais bien aussi que les autorités de santé publique qui nous écoutent mettre davantage l'alimentation au cœur de la prévention. J'ai une question, répondez-moi très brièvement. Est-ce que, dans une question post-Covid, est-ce que le confinement et le retour pour les professions qui le permettent au télétravail est plutôt un risque, finalement, notamment psychologique, on était à la maison, on avait tendance à ouvrir les placards facilement, ou une chance de se réapproprier son alimentation aujourd'hui ? Moi, ce que je vois, c'est que c'est plutôt un risque aujourd'hui, en tout cas en l'état actuel du télétravail. Je vois qu'effectivement, ça favorise chez les patients que j'ai au cabinet des comportements justement un peu addictifs, des comportements aussi de productivité intense au travail. Il ne faut pas croire que quand on est en télétravail, on ne travaille pas. En général, on travaille beaucoup. Et donc, on sacrifie justement cette fameuse pause déjeuner. On mange en même temps qu'on est devant les écrans. Et puis, effectivement, on est souvent seul, donc ça désinhibe un petit peu par rapport au grignotage. Et donc, pour le moment, je constate que sédentarité plus avec le télétravail et repas un peu déstructurés forment plutôt un cocktail défavorable en ce moment. Alors après l'alimentation, je vous propose qu'on passe au sommeil. Il y a eu ce chiffre qui est assez étonnant, qui est que depuis 2019, les Français dorment en moyenne moins de 7 heures par jour. Je crois que la moyenne est à 6h42 et on enregistre environ 7 Français sur 10 qui ont rencontré des problèmes de sommeil. Alors le sommeil, c'est un peu le parent pauvre finalement. Donc nous avons le plaisir d'être avec en distance avec Delphine Oudiette. Vous nous entendez, Delphine ? Oui, très bien. Ah, formidable. Donc vous êtes chercheuse, vous êtes chargée de recherche à l'ICM, l'Institut du cerveau. Vous avez obtenu un doctorat en neurosciences cognitives sous la direction d'Isabelle Arnulf. Vous avez beaucoup étudié l'activité motrice, onirique et cognitive pendant le sommeil paradoxal. Vous avez étudié les rêveurs lucides. En fait, le cœur de votre recherche, c'est ce qui se passe pendant le sommeil. Parce que c'est là-dessus que je voudrais vous lancer, c'est que finalement le sommeil reste aujourd'hui quelque chose d'assez mal connu. Oui, tout à fait. Donc c'est un domaine qui a émergé scientifiquement il y a à peu près une soixantaine d'années avec la découverte de l'EEG. Et finalement, c'est
une période, on passe, donc un tiers de notre vie, à dormir, donc un lieu commun, et on connaît moins cet état que, les étoiles, ou les planètes dans le ciel. Donc c'est quelque chose d'assez bizarre qui m'a toujours fascinée et donc moi, ma question, qui m'anime, en recherche, c'est, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes quand on dort? Où va-t-on? Et est-ce que ce qui se passe pendant le sommeil nous transforme à notre insu? Et donc pour ça, j'étudie en gros, les rêves et ce qu'on appelle les fonctions cognitives du sommeil, donc le rôle du sommeil dans la mémoire, par exemple, ou la créativité. Et donc c'est un champ qui est assez difficile à étudier parce qu'on n'a pas accès à ce qui se passe dans la tête, du dormeur au moment où il dort. On voit juste quelqu'un qui bouge pas. On peut enregistrer l'activité du cerveau, mais cette activité ne nous renseigne pas sur ce qu'il y a dans sa tête. Et donc je cherche des astuces pour avoir un accès en direct à ce qui se passe dans la tête du dormeur. Et donc pour ça, j'étudie des populations, particulières, donc qui ont, soit, des maladies du sommeil, soit, des capacités, on va dire, extraordinaires. Donc il y a, comme maladie du sommeil, que vous connaissez, tous à mon avis, le somnambulisme. Donc c'est des gens qui ont des comportements complexes qui émergent du sommeil lent profond et mon a priori, c'est que c'est contrairement à ce qu'on pense, en fait, quand ils exhibent les comportements complexes, ils extériorisent, potentiellement le rêve qui est associé. Et donc on a montré qu'en fait, en interrogeant, des somnambules, il y a bien une congruence entre, ce qui se passe, à l'extérieur et ce qui se passe dans leur tête. Et donc ça me permet d'avoir accès, en fait, aux rêves de la personne sans avoir besoin de l'interroger, comme si j'avais un sous-titre sur la vidéo, dans le comportement complexe, et d'étudier potentiellement le rôle des rêves dans différentes fonctions comme celui de la mémoire. Mon deuxième modèle d'étude, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, les rêveurs lucides. Donc c'est, des gens qui ont, la capacité à être conscients au moment où ils rêvent, dans un stade de sommeil qui s'appelle le sommeil paradoxal. Et normalement, en fait, quand un rêveur, on va dire, lambda, il a conscience qu'il a rêvé qu'au moment où il se réveille. Mais pendant qu'il rêve, il a l'impression d'être dans une réalité alternative. Il n'est pas du tout critique par rapport à ce qu'il voit. Un rêveur lucide, lui, il sait que son rêve n'est pas la réalité, mais il reste endormi. Et ce qui est assez, extraordinaire, c'est qu'ils peuvent nous envoyer un message depuis le rêve, en envoyant un code, par exemple, en bougeant leurs yeux d'une certaine façon. Donc on peut leur demander de toucher leurs oreilles avec, leurs yeux. Bon, évidemment, ils vont pas réussir à le faire, mais ça va se transmettre comme un signal, très ample, sur, l'activité, oculaire qu'on enregistre. Donc on va mettre des électrodes, au niveau des yeux. Et donc ils peuvent nous envoyer un code en disant: «OK, je commence, mon rêve lucide», heu et un autre code pour dire qu'il a fini. Et donc là, ça va me permettre de regarder sur le tracé, d'isoler le petit bout de rêve comme si j'avais un clap de début, un clap de fin. Et encore plus fort, en fait, on peut leur donner des missions du coup. Donc avant de dormir, on va leur dire, «Est-ce que vous pouvez essayer par exemple, retenir votre respiration quand vous êtes en rêve lucide, de changer le scénario de manière à, trouver une piscine plongée, sous l'eau» et on va pouvoir enregistrer l'activité, qui correspond à ce rêve. Et donc ça, c'était, de la recherche qui avait été, réalisée par plusieurs équipes, à travers le monde, dont la nôtre. Et on a essayé d'aller plus loin, l'année dernière et on s'est demandé si on pouvait pas, communiquer avec un rêveur. Donc normalement, ça paraît un peu de la science-fiction, hein, mais donc l'idée, c'était, si ces personnes-là sont conscientes de leurs rêves, peut-être qu'ils sont aussi conscients, du monde extérieur. Et donc on a essayé, d'envoyer différentes stimulations. Donc ça pouvait être, tapoter la main, envoyer des flashs lumineux, envoyer des sons à discriminer ou carrément poser des questions, fermées, donc avec une réponse, oui ou non, à un rêveur en plein rêve lucide. Et ce qu'on a observé, c'est que dans certains cas, donc évidemment pas tout le temps, les rêveurs étaient capables de communiquer, avec nous, donc de répondre à la question. On leur demandait par exemple: «Est-ce que vous aimez le chocolat?» Et là, cette fois-ci, au lieu de bouger les yeux, on leur avait demandé de sourire pour dire «oui» ou de froncer les sourcils pour dire «non». Donc de la même manière, on met des capteurs au niveau des muscles qui correspondent au sourire, et au froncement de sourcils et on pouvait voir, alors que la personne était endormie, qui répondait à notre, question. Et ça, en fait, c'est bon, au-delà du fait que c'est assez fun, et cool à observer, ça nous donne une opportunité d'avoir un peu un agent infiltré au sein même du rêve
De la même manière qu'on va avoir un astronaute qui va visiter une nouvelle planète, nous on n'y a pas accès et on peut lui communiquer avec lui pour lui demander de nous décrire ce qu'il voit. Bah, là, mon espoir, c'est que je vais pouvoir faire pareil, avec nos agents infiltrés et essayer d'élucider un peu à quoi servent, les rêves. Voilà, je sais pas si je continue dans mon c'est bizarre de parler toute seule. Pardon, bah oui, c'est le défaut des discussions en visioconférence. Merci, mais pour vous emmener un petit peu plus loin, au-delà de votre recherche, les résultats que vous arrivez à obtenir avec ces expériences parfois complexes nous font comprendre que ne pas assez dormir ou mal dormir, c'est pas juste être fatigué le matin. C'est que ça a des incidences. Vous avez montré que ça a notamment des incidences sur la mémoire et la créativité, par exemple, et sans doute sur un tas d'autres capacités cognitives. Oui, donc bah, dormir, c'est capital. Il y a des problèmes de sommeil dans quasiment toutes les maladies, qui sont, dans un grand enjeu de santé publique, donc dans la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, dans la dépression. C'est à la fois un symptôme et potentiellement une cause, comme un cercle vicieux entre les problèmes de sommeil, et la survenue de maladies. Dans certains cas, ça peut être même un biomarqueur, un précurseur. Par exemple, dans le cas de la maladie de Parkinson, on sait que, il y a des maladies du sommeil qui arrivent où les gens vont extérioriser leurs rêves. Alors cette fois-ci, c'est pas, du somnambulisme, c'est une maladie qu'on appelle le trouble comportemental en sommeil paradoxal, un peu compliqué. Donc normalement, dans ce stade, on est paralysé et eux, ils vont, se mettre à vivre leurs rêves, à crier, à se battre contre des ennemis invisibles et ce qu'on a découvert, c'est que, les gens qui ont ça de manière idiopathique, donc sans cause, connue, vont, dans les années à venir, entre 5 et 20 ans, développer, un syndrome parkinsonien, donc soit la maladie de Parkinson classique, soit des maladies beaucoup plus, graves, que la maladie de Parkinson. Et donc ça suscite un espoir pour la recherche, d'essayer de trouver des neuroprotecteurs, en fait, avant que les symptômes, moteurs, arrivent. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais au-delà du champ, des maladies, même chez un individu, on va dire sain, qui n'a aucun problème de santé, le sommeil sert de nombreuses fonctions, donc des fonctions de digestion émotionnelle. Vous avez sûrement remarqué que si vous êtes, passé une nuit, blanche, vous êtes, beaucoup plus irritable. Donc il y a une fonction de régulation des émotions et un rôle très important, dans la consolidation de la mémoire, donc de faciliter, le maintien à long terme de nos souvenirs. Donc c'est par exemple pour des étudiants, c'est beaucoup mieux, de se passer une bonne nuit de sommeil, plutôt que de bachoter toute la nuit, s'ils veulent renforcer leurs souvenirs. Et plus récemment, donc on a montré un rôle de la phase d'endormissement dans la créativité, qu'on s'est inspiré des méthodes de Dali ou Edison qui, sont, des grands fans de cette période-là et qui, faisaient des micro-siestes, donc sur une chaise confortable en tenant un objet à la main, donc une clé, une cuillère, enfin il y a plein de légendes sur quel était l'objet et l'idée c'était que quand, ils allaient s'assoupir, les muscles vont se relâcher, l'objet va tomber, va faire un gros bruit, et les réveiller et donc ils notaient leurs idées, créatives et donc certains tableaux de Dali, par exemple, auraient été inspirés par ces rêveries, d'endormissement et donc on s'est demandé s'il y avait une preuve empirique, est-ce que c'était juste une légende urbaine ou s'il y avait un vrai truc et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, une tâche, hem, assez, donc c'était des séries mathématiques à résoudre, de manière assez fastidieuse, donc franchement un peu chiante, donc avec plein d'étapes, à faire pour réaliser le truc. Hem Et ce qu'on disait pas aux participants, c'était qu'il y avait une règle cachée qui permettait de court-circuiter toutes les étapes de calcul et de trouver la solution, très, très vite. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait donc plein de séries de chiffres, avant une micro-sieste. On leur a fait faire une micro-sieste à la Edison, donc avec, une bouteille, à la main, et on leur demandait de dire à haute voix ce qui leur passait par la tête quand la bouteille tombait, de la ramasser et de continuer. Donc ça durait 20 minutes et ensuite on les a refait, les séries mathématiques à résoudre et ce qu'on a trouvé, c'était que, les participants qui passaient, 1 minute, donc seulement 1 minute dans cette phase d'endormissement qu'on appelle le stade N1, c'est la période le stade le plus court du sommeil. Hem, ces personnes-là et on avait 83 des gens qui trouvaient la règle cachée. Alors que ceux qui restaient, éveillés, donc ils avaient exactement la même, période d'incubation, on va dire, mais sans cette précieuse minute de N1, eux, ils étaient que 30.
Donc avec cette petite manipulation, on a, triplé quasiment le nombre de solvers qui avaient un eureka, de la solution. Du coup, c'est assez, massif comme résultat. C'est assez rare, en fait, quand on travaille dans mon domaine en neurosciences cognitives, d'avoir un effet aussi important, comportementalement, on va dire. On n'a pas besoin de faire de statistiques. On voit que là, vraiment, il y a un énorme effet. Donc si j'avais, un petit conseil à donner, si vous êtes en train de chercher des solutions à vos problèmes, pourquoi pas tester, la micro-sieste, un objet à la main. Donc une sieste, on va dire, créative, mais attention, à ne pas, enfin, si vous êtes en privation de sommeil, en fait, ça va pas marcher cette sieste, créative, parce que vous allez, avoir, besoin de récupérer, tout votre sommeil en retard et nous, ce qu'on a montré dans notre étude, c'est que, ceux qui, allaient trop loin, en fait, qui s'endormaient trop profondément, eux, ils n'avaient pas le petit boost d'eureka, même s'ils étaient passés par la phase d'endormissement et donc en fait, il y a des siestes qui sont récupératives, qui vont vous permettre d'effacer un petit peu vos dettes de sommeil et des siestes que je vais appeler récréatives, qui peuvent vous permettre d'être plus créatif. Merci beaucoup. C'est assez étonnant parce que vous apportez des preuves solides sur l'importance. On a des solutions que l'on connaît, mais la difficulté, c'est de mettre les choses en œuvre. Et le fait que nous sommes réunis ici montre bien que nous n'y arrivons pas encore. Et donc, c'est avec grand plaisir que nous recevons aujourd'hui Flora Demory, qui était longtemps spécialiste nutrition dans les cabinets de conseil, qui depuis presque 3 ans a rejoint. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Vivons en forme, VIF, qui a une approche très très particulière pour faire passer des messages. Tout à fait. Alors, pour revenir un peu sur l'histoire, moi j'ai un profil nutrition, je suis diététicienne à la base, puis un master de nutrition et santé publique et un petit passage en entreprise dans un cabinet de conseil, effectivement spécialisé en santé, sécurité et qualité de vie au travail. Mais j'ai eu cette volonté de rejoindre une structure associative, mais qui a quand même une certaine taille, qui s'appelle FLVS et qui porte le programme Vivons en forme depuis près de 30 ans. Donc le programme VIF, c'est quoi ? C'est une approche positive. À l'origine, c'était une étude, Ensemble prévenant l'obésité des enfants, qui est née dans le nord de la France. Hein. C'est pas un hasard, forcément, eu égard aux indicateurs de santé qui sont préoccupants. Donc ça, c'était il y a une 30aine d'années. Et puis, petit à petit, ce programme s'est diversifié, tout comme le PNS ne se limite plus aujourd'hui à uniquement l'alimentation. Le programme VIF a gagné en dynamisme en abordant d'autres sujets, parce qu'on comprend qu'aujourd'hui, être en forme, c'est pas seulement avoir une alimentation équilibrée, c'est aussi aborder le sommeil, l'activité physique, le bien-être. Et l'idée, c'est de passer par les communes qui vont pouvoir toucher les enfants grâce au périscolaire. Voilà, donc en fait, les communes sont nos adhérentes, elles adhèrent à l'association. Nous, on forme les agents locaux, les agents territoriaux, donc ceux qui sont en contact direct avec les enfants de manière régulière, sur le périscolaire ou sur la pause méridienne. Et on les forme sur à la fois des sujets de santé, donc des notions théoriques, mais surtout des ateliers et de l'expérientiel. L'idée, c'est de faire vivre des expériences aux enfants pour les amener vers des comportements qui vont être vertueux pour la santé. Donc vous ne reposez pas sur les enseignants eux-mêmes ? Non, on se repose sur, du coup, vu que notre relais, notre canal de transmission, c'est la ville, ça va être les acteurs du périscolaire et de la pause méridienne. Alors, sur certaines thématiques, évidemment, les enseignants sont intéressés, curieux d'avoir des nouveaux outils, une nouvelle approche. On s'inscrit dans cette continuité pédagogique. Cela étant, on sait tous que les programmes scolaires sont extrêmement chargé et que c'est difficile d'en rajouter pour les enseignants. Donc le plus efficace et ce qui fonctionne depuis 30 ans, c'est de passer par le canal de la ville ou de l'EPCI. Sur quelle classe d'âge vous travaillez ? Alors, notre cœur de cible, on sait que la prévention, ça fonctionne dès le plus jeune âge et dans la proximité. Notre cœur de cible sont les enfants de 6 à 11 ans. Néanmoins, on développe, vu que la ville adhère, l'ensemble de la ville a accès aux solutions. Donc, ça veut dire que les PMI, les CCAS aussi. Donc, on peut toucher les parents. On a aussi développé, par exemple, une thématique sur les 1000 premiers jours, parce que, encore une fois, au plus tôt on intervient, au mieux c'est. Mais notre cœur de cible sont les enfants de 6 à 11 ans. C'est pour eux qu'on développe des outils ludopédagogiques. Alors concrètement, c'est quoi ces outils ? Alors, concrètement, du coup, on a les formations
qui vont être délivrées en présentiel pour les agents locaux. Et en fait, au cœur de ces formations, donc c'est important que tout le monde ait les mêmes bases, parce que, je rappelle, autant ils peuvent être professionnels de l'encadrement ou de l'animation, or ils ne le sont absolument pas sur les sujets de sommeil, d'activité physique ou d'alimentation. Le but, c'est pas d'en faire des experts, c'est au moins qu'ils aient un socle de connaissances pour être capables de répondre aux enfants. En sus de ça, on va leur proposer, on développe des ateliers, des outils en marketing social. Donc l'idée, c'est et au nudge, en gros, c'est grâce à des coups de pouce, sans même que vous en rendiez compte, je vous amène à adopter des comportements qui vont être vertueux pour vous. Et pour les enfants, c'est via des expériences. Donc, par exemple, sur la thématique du sommeil, pour faire écho à l'intervenante précédente, on a du coup monté en compétence les agents territoriaux sur ce sujet-là. On leur propose plein d'ateliers sur le sommeil pour que les enfants comprennent ce que c'est et du coup s'approprient la démarche. Et pour terminer cet atelier-là, on leur remet par exemple ce qu'on appelle le chrono-dodo. Le but, c'est de rendre les enfants prescripteurs de bons comportements. Alors, décrivez-nous ce que c'est. Le chrono-dodo, c'est je dois me lever à, j'ai tel âge, donc je dois me coucher à. Et en fait, en sortant de là, l'enfant a non seulement des connaissances, mais aussi vécu une expérience, et ça, il le ramène à la maison. Et comment on fait aussi pour prolonger les bons comportements à la maison? On va toucher les parents par ricochet. Donc les parents vont s'interroger de voir ce genre de choses, et on leur remet aussi des petits leaflets qui sont des livrets, qui vont leur expliquer la démarche. Voilà. Le fait que vous passiez pas par les parents ou justement par les enseignants, ça fait que les enfants s'approprient plus facilement les choses? Exactement. Le but, c'est vraiment de faire des enfants des ambassadeurs de la forme. Et du coup, maintenant, on ne veut pas miser que sur eux, mais on se rend compte que les rendre autonomes avant 11 ans, c'est-à-dire avant l'entrée au collège, c'est l'une des meilleures façons de les aider à adopter des comportements qui vont être bons pour leur santé sur du long terme. Donc là, pour le moment, vous êtes implanté dans le nord de la France, essentiellement? Alors, on est né dans le nord de la France, à Fleurs-Bellavanti, et vu qu'on passe par les villes, on a commencé à se développer dans les alentours, en réalité, parce qu'il y avait des réels besoins. Aujourd'hui, on a 265 villes, à peu près, donc on en a beaucoup dans les Hauts-de-France, un petit peu en région parisienne, pas encore dans l'Est, mais demain, j'espère. Et notre objectif, c'est d'atteindre les 500 villes d'ici à 2024. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé plusieurs fois aujourd'hui, c'est de l'évaluation. C'est que vous vous soumettez à une évaluation auprès d'universitaires. Exactement. En fait, c'est ça qui fait la singularité du programme, c'est que on est sur du temps long, mais en plus, on est évalué très régulièrement. Nos outils sont évalués, notre démarche est évaluée. Et l'une des évaluations qui a fait grand bruit il y a 2 ans, c'est qu'on a pu démontrer, grâce à une étude longitudinale, que les villes qui mettaient en place le programme Vivons en forme avaient un réel recul du surpoids et de l'obésité des enfants. Donc c'était avec différentes analyses en parallèle, c'est-à-dire le nombre d'intervenants par enfant, le nombre d'activités qui étaient mises en place, quel type d'activité, etc. Mais le but, c'est de montrer qu'en agissant en prévention dans la proximité, on peut effectivement avoir un effet et un impact sur le surpoids et l'obésité des enfants. Maintenant, on le sait, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans ce type d'études, mais ça reste des résultats qui sont intéressants et une tendance qui est intéressante. Alors on a plus parlé d'alimentation et de sommeil depuis le début de cette table ronde que d'activité physique. Et je voulais rappeler juste un chiffre qui a été donné par Mathilde Pascal ce matin. C'est la sédentarité, c'est 40 000 morts par an, c'est-à-dire autant que la pollution atmosphérique. Nadège Handbeck, alors vous allez nous apporter un éclairage régional puisque vous êtes vice-présidente de la région Grand Est en charge de la santé, de la solidarité et du handicap. Vous avez passé un parcours dans les d'études des collectivités territoriales, donc ce que vous connaissez parfaitement. Donc maintenant, la question, c'est au niveau de la région, comment est-ce qu'on peut agir sur les 3 leviers santé, 3 leviers pour la santé, alimentation, sommeil et activité physique? Tout d'abord, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie, en tant que vice-présidente de la région, de tous vous accueillir au sein de cet hémicycle. Et je me réjouis aussi de l'organisation de cette journée que je trouve très enrichissante.
J'ai écouté les différents débats. En ce qui concerne la région Grand Est, je tenais d'abord par parler de la volonté finalement politique qui est la nôtre au sein de la région et qui est impulsée par le président Jean Rotner, à qui ça ne vous a pas échappé, qui a une appétence particulière pour les sujets de santé. Concernant la collectivité de la région, nous sommes en train de bâtir une politique santé. Nous en sommes plus ou moins au début. Elle a débuté, l'élaboration d'une feuille de route santé a débuté en 2019. Nous avons voté en juin dernier un premier plan d'action et nous présenterons l'année prochaine le deuxième plan d'action qui consistera notamment à proposer et à pouvoir en tout cas mettre en application des actions autour de la prévention sur la santé. Et Madame l'a dit tout à l'heure, l'a rappelé, l'importance de la prévention dans nos politiques publiques qui, je le dis, lorsque je suis arrivée à la région, j'ai trouvé, moi, que l'on ne faisait pas assez de prévention, ou plus assez depuis quelques années. La crise Covid a mis en exergue beaucoup de choses, en tout cas les enjeux au niveau de la santé, l'importance de notre système de santé, du fonctionnement de la prévention et en tous les cas de pouvoir agir. Ça a permis de peut-être remettre un petit peu à sa juste place toutes ces questions-là. Il y a aussi eu une prise de conscience peut-être de la population, un petit peu de tout le monde, du mode de vie que nous menons tous, de nous ramener peut-être à l'essentiel aussi par rapport aux fondamentaux, comme les sujets que nous évoquons aujourd'hui, comme l'alimentation, le sommeil, l'importance de l'activité physique. Et l'objectif pour la région Grand Est, c'est de pouvoir finalement utiliser, j'aime pas trop ce mot, mais de pouvoir permettre aux acteurs du territoire, parce que on a l'habitude peut-être d'être un peu négatif, de dire que tout va mal. Non, tout ne va pas mal. Il y a des enjeux, il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions et il y a surtout un nombre incalculable de personnes qui œuvrent au quotidien et qui ont des solutions à apporter pour les habitants, pour les territoires. Et j'en veux pour preuve votre témoignage, madame, puisque vous travaillez avec les collectivités. Les collectivités aussi se saisissent depuis quelques années de ces sujets-là, quelle que soit finalement la strate. Les communes, les EPCI, les départements, maintenant les régions s'engagent aussi dans des politiques de santé. Ça permet également au fur et à mesure de pouvoir peut-être avoir une intervention complémentaire avec le parcours de vie au plus tôt des personnes, des habitants notamment de la région Grand Est, mais aussi en France, pour pouvoir accompagner les jeunes, donc du plus jeune âge jusque la région. Donc nous, notre cœur de cible, c'est 15-29 ans. Et nous mettrons en place donc dès l'année prochaine des actions à destination notamment des jeunes. Donc les 15-29 ans, on les touche comment aujourd'hui ? Comment vous investissez pour toucher les 15-29 ans ? Alors nous avons déjà un conseil des jeunes en région Grand Est qui travaille sur différents sujets et notamment ceux de la santé. Donc ce sont aussi les ambassadeurs des jeunes de leur âge qui ont aussi entre 15 et 29 ans. C'est une partie finalement des jeunes qui nous permettent de toucher un maximum de personnes et de jeunes. Nous travaillons également avec les lycéens au sein de la région. Alors on a parlé pas mal d'innovation toute la journée. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des innovations technologiques qui peuvent aider d'une manière ou d'une autre à changer les comportements ? Est-ce que par exemple des objets connectés type monde connecté, est-ce que des applications type Yuka, ce genre de choses sont des leviers ou c'est pas l'enjeu aujourd'hui ? Alors je peux parler sur l'alimentation. J'ai créé moi-même une application, vous l'avez souligné.
ce sont des outils, évidemment, qui ont toute leur place pour mieux s'informer, mieux comprendre, mieux décrypter les étiquettes, notamment avec des outils comme Yuka, où on peut citer aussi une plateforme collaborative intéressante qui s'appelle Open Food Facts. Maintenant, moi, j'ai quand même tendance à préférer donner des conseils simples, qui sont regarder la liste des ingrédients, et s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, si vous avez l'impression qu'il faut avoir fait une thèse de biochimie pour décrypter ce qu'il y a dans la liste des ingrédients, essayez de trouver un produit un peu mieux formulé. Bon, on a aussi un score qui s'appelle le Nutri-Score qui fait débat, mais qui a quand même son intérêt, hein, qui permet quand même d'avoir une synthèse de la valeur nutritionnelle de l'aliment. Alors, il n'est pas parfait parce qu'en effet, sur cette question de est-ce qu'il y a des additifs, est-ce que l'aliment a été ultra transformé, on n'a pas d'éléments, mais ça reste quand même un indicateur intéressant. Et sur les objets connectés en général, moi par exemple, j'utilise des balances qui permettent d'avoir la masse grasse, la masse musculaire, etc. Mais je ne conseille surtout pas à mes patients d'en acheter une, puisque après le problème c'est de devenir un petit peu accro à ces outils-là et de considérer que c'est l'alpha et l'oméga, et ça finit par créer des comportements un petit peu trop préoccupants du coup. Donc voilà. Un petit peu de ces objets connectés peut être intéressant, mais à leur juste mesure. Delphine Oudiette, est-ce que les promesses technologiques de quelques startups, notamment américaines, pour mieux dormir, est-ce que ça tient la route ? Je voudrais rebondir sur ce que disait Sophie. En fait, je trouve que ça peut créer paradoxalement un stress de performance. Et le sommeil, c'est un processus, dans mon cas, hein, c'est un processus qui est très naturel en fait. Et donc d'essayer de maximiser un score de j'ai dormi 8 heures de profond, c'est super, j'ai gagné. Ça peut engendrer au contraire des cas d'insomnie si c'est trop fréquent. Et donc je conseillerais plutôt d'essayer d'écouter les signaux de son corps. Donc je vais rappeler juste que il n'y a pas un temps de sommeil idéal pour chacun, ça dépend de vos besoins physiologiques, c'est en partie déterminé par votre génétique. Donc il y a des gens qui ont besoin de dormir 9 heures et voilà, et d'autres qui ont besoin de dormir 6 heures, et c'est très bien, ils sont en forme comme ça. Et donc généralement les promesses de ces objets, elles vont juste, dans le cas d'une montre, vous mesurer votre rythme cardiaque et si vous êtes immobile ou pas, mais ça va pas avoir le niveau de finesse en fait pour capturer les stades de sommeil si vous pouvez pas mesurer l'activité cérébrale. Et donc il y a des gens, enfin des sociétés qui vendent des bandeaux par exemple, mais dans ce cas-là c'est pas très ergonomique et c'est pas hyper agréable à porter, donc ça peut presque vous perturber en fait dans la qualité de votre sommeil de porter l'objet en lui-même pour un micro bénéfice apporté par ailleurs. Donc je dirais plutôt écoutez votre corps. Donc le retour au naturel va passer par soi-même et non pas par la technique. J'entends que je voulais inviter William Loewenstein à intervenir à cette table ronde. Eh bien, je suis absolument ravi de voir qu'il a pris l'initiative lui-même de rester, et on me dit que vous vouliez intervenir. Oui, merci. Avec deux questions. L'une pour Madame la vice-présidente de la région Grand Est. On connaît en effet les efforts qui ont été faits, par exemple, pour l'accès au traitement de substitution opiacée avec des créations originales comme celle des microstructures. Cela doit faire à peu près 15 ans ou 20 ans en France que l'on constate l'absence d'urgence addictologique. Comme vous le savez, ces addictions ne sont pas que des débats philosophiques, mais sont responsables, ne serait-ce que alcool, tabac, du chiffre qui a été donné pour les troubles alimentaires, 2,4 millions de décès prématurés depuis le début du XXIe siècle, 2,4 millions de décès pour la simple France. Et une façon de réduire ces mortalités, c'est d'ouvrir des urgences addictologiques. On connaît l'état de nos urgences, on connaît l'état tout aussi pitoyable des urgences psychiatriques. Donc, je voulais demander à Madame la vice-présidente si une région un jour voulait bien étudier la faisabilité, le coût d'ouvrir des urgences régionales. Je pense qu'une par région en France
permettrait, que ça soit sur des dérapages, des conséquences d'abus, alcool, crack, bouffée délirante, cannabis, je ne vais pas faire toute la liste, mais d'offrir une réponse et un parcours. Et je pense qu'il faut qu'un jour une région se lance dans cette capacité de réponse, parce que sur le terrain, que ce soit des partenaires, des familles, quand il y a des grands, comme ça, des grandes décompensations liées à l'abus de substances, le parcours est vraiment terrible et généralement peu efficace. Dans la foulée, puisque j'ai la parole, juste une question pour Delphine Houdiette. Un petit mot sur addiction et sommeil. Tant on constate, que ce soit pour le cannabis, les opiacés, l'alcool et bien sûr les somnifères, que les fonctions positives initiales de ces substances psychoactives peuvent créer une répétition, un abus et une dépendance, ne serait-ce que pour favoriser l'endormissement ou parfois éviter des cauchemars récurrents, trop réalistes, trop sanglants, trop violents. Est-ce que, Delphine, vous pourriez en dire un petit mot également? Nadège Handbeck, vous voulez commencer? Alors déjà, tout d'abord, merci monsieur pour votre question. Tout à l'heure, j'étais très attentive à vos propos en termes de politique liée aux addictions. Je partage votre constat. Hein. Nous devons aller plus loin sur ce sujet-là. Il y a beaucoup trop d'addictions et de consommation, et notamment de drogue, mais pas que. Hein. L'alcool en fait partie et la cigarette. Ce qui a aussi, qui sont des facteurs de cause de maladies et de comorbidité, de mortalité également. Au niveau de la région Grand Est, je tiens juste, avant de parler de la région Grand Est, la santé n'est pas une compétence des régions, mais elle est bien une compétence régalienne. Donc, si une structure comme celle que vous proposez devait voir le jour en région, et quelle que soit la région, c'est à l'État de le faire. Par contre, il n'empêche que nous pouvons effectivement porter cette voie-là, travailler sur ce sujet-là, et pouvoir voir avec les services de l'État ce qu'il est possible de faire. Et pour terminer, pour répondre à cette question, par rapport à la région Grand Est, début octobre, nous avons organisé les assises de la santé des jeunes, avec plus de 250 jeunes, lycéens notamment, et comme je vous l'ai dit, avec le Conseil des jeunes. Parmi les thématiques que nous avons choisi d'évoquer et de travailler, il y a les questions des addictions. Des addictions liées aux drogues, comme je l'ai dit, alcool et cigarettes. Nous sommes en train d'élaborer un plan d'action, comme je l'ai dit, qui sortira l'année prochaine. En tous les cas, c'est un sujet... nous nous saisissons de ce sujet d'importance. Et effectivement, il faut aller plus loin. Je partage votre analyse, je partage votre avis. Merci beaucoup Delphine Houdiette. Est-ce que vous pouvez répondre à William Lovenstein sur la question des substances addictives et du sommeil? Oui, alors bon, c'est pas ma thématique de recherche, mais en effet, il y a beaucoup d'automédication, notamment chez les jeunes qui boivent pour s'endormir ou qui fument du cannabis pour aider à s'endormir. C'est un peu un miroir aux alouettes, c'est-à-dire qu'en effet, ça va faciliter l'endormissement, mais par contre, ça altère la qualité du sommeil. Ça la fragmente, et oui, ça peut créer des cauchemars qui peuvent être vraiment très perturbants pour l'individu concerné. Donc oui, s'il faut le rappeler, je ne recommande pas de fumer un petit spliff avant de dormir. Voilà. Et si je peux dire un mot aussi pour faire des liens, puisqu'on est dans santé globale, de la même manière, un sommeil altéré, un sommeil de mauvaise qualité, ça a été aussi prouvé scientifiquement, ça a un impact également sur le poids, notamment. Ça a un impact, comme le stress également a un impact sur le poids. Donc voilà, on est vraiment bien dans cette multidisciplinarité, dans cette interconnexion de nos différents modes de vie. Merci beaucoup.
Flora. Je veux bien reprendre la parole sur ce sujet des écrans et des nouvelles technologies parce que du coup, avec les enfants, ça reste quand même un vrai sujet. On va pas dire une problématique, mais un vrai sujet. Pourquoi ? Parce qu'on a cette ambivalence entre l'outil merveilleux qui ouvre sur le monde et qui a par exemple permis pendant le confinement de continuer l'éducation, etc., pendant le premier confinement. Et à la fois, c'est aussi faire rentrer, entre guillemets, le monstre chez soi parce qu'il y a beaucoup de risques. Et l'idée d'éveiller les enfants à une juste consommation des écrans, à le faire de façon critique et éclairée, ça fait aussi partie des missions de prévention finalement. C'est un sujet qui est pas simple. C'est un sujet sur lequel développer des outils expérientiels, c'est compliqué. On ne peut pas simplement donner aux enfants les recommandations parce que finalement il ne le suivra pas, on le sait très bien. Donc l'idée c'est encore une fois le faire baigner dans un environnement qui va être favorable en développant des outils. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement et ça fait partie de nos grosses thématiques en ce moment chez Vivons en Forme. Donc ça c'est pour le côté enfants, et à la fois on développe un projet qui s'appelle Aspire, c'est un projet européen qui s'intéresse aux adultes en surpoids, obésité et éloignés de l'emploi. L'idée c'est un programme d'accompagnement qui va permettre de les remettre sur le chemin de l'emploi, et pour ces personnes-là on va utiliser l'intelligence artificielle, on va utiliser la réalité virtuelle pour pouvoir aussi contribuer et participer à ce cheminement. Donc, voilà, pour le coup, ça reste des outils qui doivent être juste utilisés de façon éclairée et à bon escient. Merci beaucoup. Je n'ai pas vu de main se lever, mais s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas, vous avez un micro devant vous ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez poster. Sinon, je voulais qu'on aborde un point qui est celui, on a vu qu'il y a une grande multiplicité des acteurs. Bien sûr, en premier lieu, il y a la famille, l'entourage, mais après, dans les moyens qu'on met, il y a des acteurs comme vous, il y a des acteurs plus au niveau de la ville, de la région, de l'État. On n'a pas parlé de financement. Et je voulais que vous nous disiez une chose intéressante, c'est que vous avez fonctionné essentiellement, et pour moi paradoxalement, d'abord sur des fonds privés. Tout à fait. Même si nous sommes une association reconnue d'intérêt général qui fait de la santé publique, etc., on est financé à 80% par du mécénat ou des partenariats. On a une charte éthique qui est érigée, qui est vérifiée par l'ADMICAL et qui nous permet une non-ingérence de nos mécènes dans les thématiques qu'on développe ou dans les études qu'on met en place et qu'on mène auprès des enfants et de leurs parents. Voilà, donc c'est aujourd'hui une volonté, c'était au départ une volonté de se dire qu'on reposait uniquement et qu'on avait cette autonomie entre guillemets. Maintenant, on se rend compte que de plus en plus, on aurait besoin davantage de moyens, etc. Et donc, on répond à des appels à projets, par exemple qui sont émis par les régions ou par le PNA, parce qu'on est réellement sur ces sujets-là. On fait de la santé publique, finalement. Donc, le but, c'est de montrer que tout le monde peut être contributeur. La preuve, c'est que des entreprises s'engagent depuis près de 30 ans pour qu'on puisse continuer d'essaimer, de se développer et compagnie. On a les communes qui mettent à disposition des ressources humaines. On a nous, avec nos petits bras, qui mettons en place des choses, des scientifiques, des universités. Et demain, voilà, l'idée, c'est de se dire que cette chaîne de la prévention, c'est montrer que tout le monde peut être contributeur à son échelle pour faire avancer les choses. Donc la santé globale et le financement doivent l'être aussi. Est-ce que vous voulez réagir sur ce point ? Oui, merci de me le permettre. Vous voyez, c'est un exemple finalement de complémentarité et je le rappelle, les collectivités s'appuient sur des acteurs associatifs notamment qui œuvrent et qui œuvrent justement en faveur de la santé et du bien-être des habitants, mais pas que. Et là est tout l'intérêt et d'ailleurs le fait que votre association par exemple tâche de trouver des moyens de financement par le biais d'acteurs privés, pour le coup, est aussi un gage pour les acteurs publics du sérieux, finalement, de l'association et de leur capacité, finalement, à pouvoir soulever des fonds et à pouvoir fédérer d'autres acteurs autour de ces sujets-là, ce qui permet également de pouvoir abonder et soutenir
en tout cas compléter financièrement l'offre que vous proposez aux habitants. Exactement. Il faut aussi avoir conscience que de prime abord, ça peut effrayer les élus finalement, ce système de partenariat, de mécénat, etc. Le tout, c'est de l'expliquer. Et c'est de dire que grâce à ça, aujourd'hui, on va former les agents sur le territoire, on permet des activités aux enfants, etc. Donc l'idée, c'est aussi de l'expliquer, ce partenariat public-privé, et de dire que non, il n'y a aucune marque sur nos outils, etc. À destination des enfants ou des parents, que c'est vraiment pas le but, que le but c'est l'intérêt général. Je rebondis parce que en tant qu'élus, nous sommes extrêmement sollicités par une multitude de personnes, d'acteurs qui ont envie de bonne foi de faire des choses. Néanmoins, nous sommes quand même garants des deniers publics. Nous ne pouvons pas finalement engager des crédits à tout va, finalement à tout le monde et à n'importe qui, si je peux le dire ainsi. Donc effectivement, nous devons étudier chaque demande, nous devons nous assurer finalement que l'argent public est bien utilisé. Et c'est là aussi où nous, on a besoin d'avoir des acteurs sérieux, solides, sur lesquels nous pouvons nous appuyer. C'est comme ça qu'on a été identifié par l'accélérateur d'initiative citoyenne, qui est une initiative gouvernementale et interministérielle. On est la seule association qui est porteuse d'une action de santé publique. Donc là, ça fait 4 mois qu'on est dans cet accélérateur d'initiative citoyenne. Et l'objectif, c'est que le gouvernement édicte des recommandations, que ce soit au niveau de l'activité physique, de la santé, etc. Il y a une multitude d'opérateurs sur le territoire. Aujourd'hui, il y a une réelle volonté d'identifier un opérateur relais, potentiellement nous, si on arrive à essaimer comme on le voudrait, mais du coup, grâce à cet accélérateur. Merci beaucoup, je crois que ça va être le mot de la fin, à moins que vous vouliez rajouter une dernière chose. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à William Loewenstein d'être resté. Merci Sophie Janvier, merci Delphine Oudiette à distance, merci Nadège Jandebeck d'être venue, et merci Flora Demori pour cet échange absolument passionnant, et je rends le micro.